Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir si nombreux ce soir et me réjouis d'avance de la discussion qu'on va entamer ensemble. Tout d'abord, je remercie les 4 panélistes qui sont avec nous ce soir. Donc, Julia Raimondo, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université du Luxembourg, Maître Ardavan Fatolazadeh, qui est avocat à la Cour, ici au Luxembourg, Marion Dubois, qui est directrice de l'association Passerelle, et M. Smaïl Lacher, qui est sociologue et professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Ils nous font l'honneur de partager avec nous leurs expériences et leurs expertises complémentaires, alors qu'il s'agit d'appréhender la thématique qui est la nôtre ce soir. Nous remercions également la ville de Luxembourg, qui nous met à disposition ce lieu magnifique, qui est la Drescher House, et la Commission européenne, qui finance et soutient le projet, dans lequel s'inscrit cette table ronde que je vais vous détailler dans une minute. Nous avons aussi la chance de compter parmi nous Madame Isabelle Schroeder, qui représente aujourd'hui le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vois aussi beaucoup de membres de la société civile. Merci à vous d'être venus. Et merci pour votre soutien ce soir. Cette première table ronde a donc pour thématique l'articulation entre la Convention d'Istanbul et la Convention de Genève. Autrement dit, comment appréhender la question du genre et des violences fondées sur le genre dans le contexte de l'Asie. Comme je le mentionnais, cette première table ronde s'inscrit dans le projet LILO, qui signifie Listen, Exchange and Inform on Human Rights Law for Women, qui est un projet qu'on a mis en place avec les associations RISE et DOURI. Ce projet voit le jour face à plusieurs constats de terrain. Pour contextualiser, Passerelle reçoit quotidiennement des personnes qui sont demandeuses, bénéficiaires et déboutées de la protection internationale ici au Luxembourg. On reçoit les personnes dans nos permanences et dans les permanences, on écoute les récits des personnes. De ces récits-là émanent souvent des questions de droit qui sont pointues et notre volonté est de mobiliser le droit pour tenter de résoudre des problématiques qui sont profondément humaines. Le premier constat fut le suivant, un manque de sensibilisation des premières et des premiers concernés, donc des victimes et potentielles victimes de violences fondées sur le genre à leurs droits. Cela résulte en une asymétrie d'information entre les ayants droit et les administrations, les institutions ici au Luxembourg. Deuxième constat, il est nécessaire de créer un espace sûr et safe pour que les personnes puissent échanger entre elles et parler librement de ce qu'elles ont pu vivre. Le troisième constat fut qu'on a constaté des lacunes dans la procédure d'asile quant à la prise en compte des violences fondées sur le genre, et c'est ce qu'on a pu notamment identifier à la lecture des décisions administratives avec les personnes. Je ne vais pas ici trop rentrer dans les détails, on en parlera probablement plus tard. Et dernier constat, il y a un manque d'utilisation des outils juridiques qui protègent les victimes ou les victimes potentielles de violences fondées sur le genre par les praticiens du droit eux-mêmes. Et une nécessité d'instaurer un dialogue entre toutes les personnes qui travaillent avec les demandeurs et les demandeuses de protection internationale. On a décidé donc, avec Rise et Douri, de travailler ensemble pour développer 3 piliers de travail pour notre projet. Premièrement, l'écoute des femmes exilées, des professionnels en contact direct avec elles. Donc les travailleurs sociaux, les avocats, le personnel dans les hôpitaux, dans les écoles. Deuxième pilier, l'échange, donc encourager le dialogue entre les différentes communautés et la société luxembourgeoise dans son ensemble sur la violence liée au genre. Et troisième pilier, l'information du public cible et des professionnels qui entourent les demandeurs de protection internationale sur les instruments juridiques qui peuvent protéger les victimes, notamment la Convention d'Istanbul dont il est question aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se retrouve ce soir. On est convaincus que le renforcement du savoir juridique sur la question auprès des premières concernées et des professionnels et la création d'un dialogue peut faire avancer le débat au Luxembourg sur la question. Et ça, pour nous, c'est une première étape qui est décisive pour prévenir et combattre toute forme de violence qui sont basées sur le genre contre les femmes et contre les enfants. Un dernier mot, je souhaite aussi exprimer ma gratitude d'abord envers les personnes qui viennent nous rencontrer tous les jours, qui nous font confiance, et qui nous permettent d'avancer sur les questions du droit au Luxembourg. C'est grâce à elles notamment qu'on est en capacité de comprendre les besoins concrets du terrain et par extension de promouvoir l'état de droit au Luxembourg pour tous et toutes. Enfin, ma gratitude aussi envers tous les bénévoles de Passerelle qui font vivre l'association en lui insufflant un enthousiasme et une humanité sans pareil. La soirée va se scinder en 4 moments. Donc, premièrement, les panélistes ici présents vont se présenter et il va y avoir un échange d'expériences, la discussion sur la thématique.
Deuxième partie, c'est l'échange avec vous, le public. On pourra écouter vos questions, vos remarques sur la thématique, peut-être votre expérience aussi. Troisième point, donc Maître Catherine Varin, qui est ici présente dans le public, directrice de l'association, nous partagera ses conclusions sur la conférence. Et dernièrement, on vous invitera à boire un verre là-bas dans le hall pour continuer la discussion ensemble de manière un peu moins formelle. Merci beaucoup et très bonne conférence à vous. Je vais passer le micro à Giulia Raimondo qui va rapidement se présenter. Merci. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous pour discuter d'une thématique autant importante qu'un peu négligée dans la discussion académique, dans le monde du droit, d'où je viens. Je suis une postdoctorante à l'Université de Luxembourg. Je suis aussi une migrante. Comme vous l'entendez, je viens d'Italie. Et je m'excuse pour mon français déjà. Je vais présenter mes remarques vont porter sur l'interaction de la Convention de Genève sur le statut de réfugié et la Convention d'Istanbul. Parce que mes recherches versent plutôt sur le droit international des réfugiés et sur la protection des migrants dans le droit international et dans le droit de l'Union européenne. Donc, ça va être un grand plaisir de discuter avec vous. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Ardalan Fatlazadeh et donc je suis avocat à Luxembourg. Permettez tout d'abord ma pensée aujourd'hui, c'est le 20 juin. 20 juin est journée des réfugiés. Et donc, tous ces réfugiés donc, qui sont déracinés de leur pays d'origine en raison de leur situation personnelle, notamment des femmes, en raison de leur vulnérabilité. Et donc, mes pensées vont pour ces personnes déracinées, tout d'abord. Enfin, donc, je reviendrai aussi, à l'instar de ma collègue, d'expliquer l'aspect pratique du droit des réfugiés sur la violence et l'interprétation par la juridiction administrative au Luxembourg et l'évolution en droit luxembourgeois. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Marion Dubois, donc je travaille chez Passerelle depuis bientôt 3 ans. C'est vrai que Ambre a eu l'occasion rapidement de parler de ce qu'on fait, mais oui, on accompagne des personnes vulnérables exilées dans l'exercice de leurs droits au Luxembourg. Et une grosse partie de notre travail, et c'est là-dessus que je vais me pencher ce soir, se concentre sur l'écoute de leurs récits, la prise en compte de leurs paroles et comment on peut les accompagner et associer les violences vécues à une procédure administrative et peut-être un statut de protection au Luxembourg. Donc c'est sur l'expérience de terrain de l'association que je vais me pencher plus en détail tout à l'heure. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Smaïl Lacher, je suis sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg et je travaille depuis maintenant de nombreuses années sur les déplacements forcés de population et le fait migratoire dans l'espace européen et en particulier en France. J'ai été pendant 15 ans juge assesseur représentant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d'abord à la Commission des recours des réfugiés, puis à la Cour nationale du droit d'asile. Et aujourd'hui, je dirige l'Observatoire du fait migratoire et de l'asile à la Fondation Jean Jaurès. C'est un observatoire récent, ce qui montre que de la part d'une fondation aussi importante en France, la question du fait migratoire et de l'asile n'avait pas été pris en charge, ou en tout cas n'avait pas été suffisamment sérieusement pris en compte. Alors, je suis sociologue, je ne suis pas juriste, même si le monde du droit m'est familier, mais peut-être que moi je me permettrais de vous porter, de vous
transportées dans ces mondes qui, précisément, échappent au droit. Et ces mondes sont à la fois nombreux et ils se sont solidifiés au fil des ans. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que vous nous entendez tous aussi au fond de la salle? Est-ce que c'est clair? Non? Ok, on va un petit peu augmenter. Voilà, ça va mieux? Oui. Alors, comme vous le voyez, on a ici avec nous ce soir des personnes qui ont des profils différents. L'idée, c'est vraiment d'apporter plusieurs expertises au débat de ce soir. Et vous serez invités évidemment tout à l'heure à partager aussi la vôtre avec nous. Alors, ma première question est pour Madame Raimondo. Donc, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter le cadre général dont il est question ici? Donc, on parle de Convention de Genève, Convention d'Istanbul. Pourquoi on parle d'articulation entre ces deux textes de droit international? Merci beaucoup pour cette question qui me permet d'offrir Vous m'entendez? Donc, je disais merci pour cette question qui me permet d'offrir le cadre général du point de vue légal qui gouverne les problèmes dont on va discuter ce soir. Tout d'abord, comme on le sait, en 1951, les États ont décidé d'accorder leur protection internationale à tous ceux qui fuient leur pays, craignant avec raison d'être persécutés du fait des 5 raisons: leur race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique. Comme on peut le constater, la Convention ne contient aucune référence à des persécutions fondées sur le genre. On pourrait interpréter le fait d'être femme comme l'appartenance à un certain groupe politique. Et on le fait en fait en pratique, comme on va le voir. Mais c'est notamment très difficile de prouver le lien avec le groupe social, entre le groupe social et les violences liées au genre. Toutefois, dans les années, les HCR, qui est le gardien de la Convention de Genève et aussi son meilleur interprète, a rappelé que la définition de réfugié incluse dans la Convention de Genève doit être interprétée gardant à l'esprit les questions de genre. Malgré ça, en pratique, cela ne se fait pas toujours. Cela n'est pas fait par les législateurs des États ni par les juges. Aussi parce que lorsqu'elles sont commises dans la sphère privée, les violences domestiques ou sexistes sont plus difficiles à être prouvées devant un juge. Cela est dû au fait que souvent les États considèrent la violence fondée sur le genre comme une question purement d'ordre privé, qui peut avoir une relevance juridique seulement si corroborée par un arrêt, qui est toutefois très difficile à obtenir par des femmes qui fuient non seulement des violences domestiques, mais aussi une culture patriarcale où les violences contre les femmes sont perçues comme des occurrences inappropriées, mais auxquelles il faut remédier en privé. En relation à ça, il faut bien aussi observer que les actes de violence contre les femmes sont généralement commises par des acteurs privés et non étatiques, comme requis par la Convention de Genève. La Convention d'Istanbul est importante dans ce cadre parce qu'elle donne l'espoir de voir un véritable changement en matière de protection des femmes et des filles qui craignent des violences fondées sur les genres. Elle impose en fait aux États une série d'obligations visant à mieux garantir la protection des demandeuses de protection internationale qui risquent de subir des persécutions ou des violences fondées sur le fait d'être femme. En premier lieu, l'article 60 de la Convention d'Istanbul reconnaît la violence à l'égard des femmes comme
une forme de persécution ou comme un motif d'octroi d'asile en général. En outre, les États doivent garantir une interprétation sensible au genre dans tous les cas où ils sont appelés à interpréter des motifs de persécution fondés sur les 5 raisons dont on parlait au début. Et en plus, les États doivent aussi développer des procédures d'accueil et des services de soutien sensibles au genre pour les demandeuses d'asile. Or, la Convention n'oblige pas les États à reconnaître le statut de réfugié aux femmes, nécessairement du fait qu'elles sont des femmes. Comme d'ailleurs le Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes l'avait demandé dans une de ses recommandations. En revanche, les lignes guides du HCR, la Commission suit les lignes guides du HCR, où il demande d'interpréter la Convention de Genève de façon sensible au genre. Une autre chose très intéressante et très importante que la Convention d'Istanbul a introduite, c'est l'article 61, c'est-à-dire la prohibition de refouler des femmes vers des lieux où elles pourraient subir des violences motivées par leur genre. Dans ce cadre général, avec ses limites, la Convention d'Istanbul est très importante parce que reconnaît le fait d'être femme comme une base sur laquelle on peut octroyer une forme de protection aux femmes, asile ou protection complémentaire. Sur ces bases, elle donne aussi la possibilité, elle oblige, c'est pas une possibilité, c'est une obligation. Les États sont aussi obligés de ne pas refouler des femmes vers des lieux où elles pourraient être exposées à des violences basées sur leur genre. Donc, mon commentaire final, c'est que c'est une articulation complexe, il y a des limites, mais avec la Convention d'Istanbul, il y a eu des pas en avant très importants pour la protection des femmes en tant que femmes à niveau international. Merci. Merci beaucoup. Donc on comprend que la Convention d'Istanbul est importante dans ce sens où elle fait des violences fondées sur le genre une violation de droits humains finalement. J'ai une question pour Monsieur Lachaire. Pourquoi c'est important de mettre la question des violences, de mettre en lumière cette question des violences fondées sur le genre, notamment dans le contexte de la migration? Est-ce que durant votre parcours, vous avez pu observer des particularités de la femme migrante? Vous parlez dans votre ouvrage de la violence à la persécution femmes sur la route de l'exil, de positions invariablement dominées et vulnérables. Et ça, c'est une configuration qui comprend 3 moments dans la migration, avant, pendant le voyage et à la fin du périple. Est-ce que cette violence subie à toutes les étapes de l'exil est une violence qui est reconnue? Vous me permettez d'insister. Je pense que vraiment le droit est extrêmement important parce qu'il est important d'avoir recours au droit et il n'y a pas d'institution qui ne fait pas appel au droit et il n'y a pas d'institution qui n'est pas d'une certaine manière productrice de droits, de normes, de règles. Et je pense que le droit produit des effets extrêmement concrets, mais voilà, le droit, c'est le droit. Et puis, il y a, comme dirait Lacan, le réel, auquel on se cogne, puisque c'est sa définition du réel. Si je vous le dis, c'est par expérience, d'une quinzaine d'années dans une institution extrêmement importante, et qui, pour tout dire, est unique au monde. C'est la Commission des recours des réfugiés devenue Cour nationale du droit d'asile, puisque dans l'institution, dans la Cour nationale du droit d'asile, il y a quelqu'un qui
qui est étranger, pas étranger, il est français, mais il est gardien de la Convention de Genève, il est donc très lié, attaché, rattaché au HCR. Voilà. Et je peux vous assurer, mais on y reviendra après, que à la Commission des cours des réfugiés, comme à la Cour nationale du droit d'asile, on y fait tout, sauf du droit. Ça, là-dessus, je pourrais parfaitement expliquer. Bon, en fait, la question des violences faites aux femmes est relativement récente pour les organisations internationales. Si je regarde une des agences internationales qui est aux avant-postes ou à l'avant-garde de ces questions-là, le HCR, c'est très récent. C'est la fin des années 2000. C'est les années 2000, timidement, et puis petit à petit, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'il faut seulement être persécuté chez soi pour obtenir l'asile? Est-ce que le parcours fait de violence qui n'est jamais un parcours linéaire, hein? Parcours fait de violence, est-ce que les institutions internationales, est-ce que le droit ne doit pas prendre en compte ces configurations, c'est-à-dire au fond, nous sommes en présence d'êtres très, très vulnérables et il importe de rechercher d'une manière ou d'une autre une protection pour ces femmes. Et je peux vous dire, parce que j'ai mené une enquête financée par le HCR, qu'au sein du HCR, il ne va pas de soi que des femmes doivent obtenir une protection à cause de violences subies sur la route de l'exil. Ça va vraiment pas de soi. Un des arguments premiers, c'est que si vous universalisez la protection internationale lorsqu'elle est sollicitée par des femmes qui ont subi des violences, eh bien, et c'est le terme exact, c'est le terme que j'ai entendu plusieurs fois, ça va faire un appel d'air. Ça va faire un appel d'air parce que tout simplement, disent-ils, un certain nombre de femmes vont se jeter sur cette occasion-là pour dire « j'ai été violentée, donc je demande la protection internationale ». Voilà. Alors, ça, je tiens à le préciser, ça, c'est un enjeu de controverse au sein de l'institution, au sein du HCR. Il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Donc, en fait, l'attention et l'intention à l'égard de ces populations aux propriétés biographiques et sexuelles spécifiques, c'est tout à fait récent. Et il me semble que de plus en plus, on est attentif aux violences que subissent les femmes sur le parcours pour les protéger. C'est insuffisant, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, mais de plus en plus, on tente, avec l'aide de chercheurs, on tente de problématiser les violences qui sont faites et qui ont des conséquences absolument incalculables, et j'ose le dire, qui ont des conséquences traumatiques définitives sur les femmes qui ont subi des violences. Car ne l'oubliez pas, les violences sont subies en particulier dans les pays de transit, quand les femmes partent, parce que toutes les femmes qui partent ne sont pas des femmes qui ont été violentées chez elles. Il y a des femmes qui ont été violentées chez elles, il y a des femmes qui n'ont pas du tout été violentées chez elles, mais le parcours est authentiquement un moment très très singulier et qui a fait peu l'objet d'une attention de la part des autorités étatiques et de la part des agences internationales et donc des Nations Unies. Voilà. Donc, il me semble que de plus en plus, on est attentif à extraire de la violence, et moi j'ai vu personnellement
des femmes obtenir l'asile au Maroc, en Algérie et en Tunisie parce qu'elles avaient été violentées au cours du trajet, et après, elles ont bénéficié de ce que le HCR appelle une réinstallation. Et c'est une réinstallation dans les pays du Nord. Je termine juste là-dessus. La violence qui est faite aux femmes n'est jamais une violence singulière. C'est en réalité une violence. Ça a une double caractéristique qu'il faut avoir à l'esprit. Un, c'est une violence collective, et c'est surtout, et en particulier dans certains espaces spécifiques comme le désert, ce sont des violences publiques. Et ça entraîne un certain nombre de conséquences absolument dramatiques pour celles qui auront été violentées, agressées, des conséquences sur la suite du parcours. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, pas simplement de la part du HCR, mais aussi de la part des autorités. Et puis il y a le Nord, et puis il y a le Sud. Et je vous assure que le Sud ne ressemble pas du tout au Nord. Merci beaucoup. Vous parlez de conséquences traumatiques sur les femmes qui arrivent ici au Luxembourg. Et je voulais aussi rebondir sur la notion d'appel d'air. C'est aussi quelque chose qu'on entend très, très régulièrement au Luxembourg, notamment quand, si jamais on en venait à trop prendre en compte les vulnérabilités, alors tout le monde arriverait au Luxembourg. Du coup, je pose une question à Marion Dubois. Quelle est l'expérience sur le terrain, dans le monde associatif, alors on est collègues, donc je vais te tutoyer, que tu constates sur le terrain? Est-ce qu'il y a des difficultés, des challenges sur le processus d'écoute des femmes qui arrivent ici au Luxembourg? Oui, comme on a pu le dire tout à l'heure lors de l'introduction, c'est vrai qu'une grosse partie du travail de passerelle consiste en l'écoute de personnes qui viennent à la permanence, l'écoute de leurs récits, et peut-être essayer de les guider sur ok, maintenant que je suis au Luxembourg, vers quel type de statut, vers quel type de protection je peux tendre. Et c'est vrai que les personnes qui viennent, femmes ou hommes, ont une tendance assez naturelle à se confier à nous, et on pourrait se poser la question de pourquoi. Et on a identifié quelques facteurs que je peux brièvement lister ici. Il y a effectivement le cadre très informel de l'association, qui est, il faut le dire, moins intimidant que le rôle de l'avocat aussi, dans un premier temps, et de l'administration. Il y a aussi le fait qu'en tant qu'association, on prend le temps d'écouter les personnes, on peut se revoir 1, 2, 3 fois, et même plus d'ailleurs, et au fur et à mesure, finalement, se crée un lien de confiance qui fait que la parole se libère. Et peut-être aussi de manière marginale, c'est pas une volonté du tout de passerelle, mais c'est la réalité du terrain, c'est qu'on n'est que des femmes qui travaillent de manière salariée à l'association, et donc on peut peut-être penser que le fait d'être entre femmes aussi apporte une certaine confiance supplémentaire. Pourtant, je voudrais revenir là-dessus, il n'y a pas de parcours type dans le voyage de ces personnes, et non plus dans la façon dont elles vont se livrer à nous. Certaines vont le faire la première fois très naturellement sans qu'on leur demande, et pour d'autres ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut nous faire confiance, parce qu'il faut jauger qui on a en face de nous. Et le fait que ça prenne du temps, on le voit finalement pas que dans le monde associatif, c'est aussi le cas dans la procédure administrative en tant que telle. Et finalement, on leur dit souvent, vous avez l'interview, c'est le moment clé où vous pouvez tout dire, parce que c'est votre chance que vous avez de faire entendre votre voix et d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays. Et on a beau leur dire, oui, c'est un professionnel qui vous écoutera, ça peut être une femme, elle ne répétera rien, c'est pour autant pas évident de briser cette barrière et de se livrer complètement. Et c'est pour ça que le fait qu'il y ait une différence dans la temporalité, dans la façon dont les personnes vont partager leur récit, elle devrait être prise en compte et être transposée dans leur parcours avec l'administration. Et c'est malheureusement pas le cas. Si je peux juste donner un exemple d'une personne qu'on a suivie, de cette femme qui a partagé son excision et les craintes qu'elle avait pour sa fille qui était encore dans le pays d'origine. Elle en parle pour la première fois à son avocat. Une fois que le refus
du ministère est tombée et l'avocat en parle dans le recours. Et finalement, le tribunal écarte. Donc le ministère répond qu'il s'étonne que le témoignage n'ait pas été fait en amont. Et le tribunal écarte ce propos en disant mais de toute façon c'est trop tard, vous auriez dû en parler la première fois. Donc je sais qu'on reparlera des procédures d'accueil sensibles au genre et ça peut en faire partie d'adapter le cadre dans lequel on va recevoir les personnes et la temporalité dans laquelle elles vont pouvoir se livrer. Et ça je pense que c'est quelque chose qui ne touche pas forcément que les femmes parce que d'autres personnes ont pu aussi subir des violences qui sont très intimes et qui ont du mal à le rapporter à des inconnus. Et là-dessus, je voulais aussi faire une autre petite parenthèse sur notre travail, donc qui consiste à écouter, mais aussi à lire avec les personnes et expliquer les décisions administratives qu'elles reçoivent. Et je dois juste dire qu'elles sont d'une violence inouïe, déjà parce qu'elles ne respectent pas toujours les engagements du Luxembourg en termes de protection accordée aux femmes victimes de violences, et aussi dans les mots employés. Et juste pour citer quelques exemples, on ne vous les a pas affichés ici, mais on les montre fréquemment quand on fait des conférences. C'est une femme qui a subi une infibulation, donc une excision de type 3, à qui on écrit noir sur blanc, de toute façon on vous a tout coupé, donc il n'y a plus rien à enlever si vous retournez dans votre pays d'origine, ou une autre qui a subi des violences domestiques particulièrement graves et auxquelles les juges du tribunal répondent mais de toute façon vous n'avez pas subi de violence parce que vous êtes une femme, mais parce que votre conjoint était quelqu'un d'intrinsèquement violent. Et je voulais juste insister là-dessus, sur cette partie du travail que je trouve éprouvante pour nous accessoirement, mais surtout pour les personnes qui reçoivent le refus, qui en fait fait une quinzaine de pages. Donc elles le lisent avec l'avocat, elles le lisent avec Google Traduction, et elles le relisent encore et encore parce qu'il faut assimiler aussi ça, et c'est vraiment d'une violence inouïe. Et je voulais aussi, avant de terminer sur ce que tu disais, Ambre, revenir sur pourquoi les récits interviennent peut-être plus tardivement. Je pense qu'on peut identifier plusieurs étapes. La première, c'est de verbaliser que l'expérience vécue, c'est une violence en soi, c'est une persécution, c'est pas quelque chose de normal, qui n'est pas inné chez tout le monde, en tout cas qui peut prendre du temps. Et la deuxième chose, c'est de en fait faire le lien avec ok, ce que j'ai vécu c'est pas normal et ça peut m'apporter une protection au Luxembourg. Et quand on parle d'asile, en tout cas dans ce qu'on entend, on entend toujours la partie oui, asile politique, persécution politique ou religieuse à la rigueur, mais c'est bien plus large que ça et c'est quelque chose qui prend du temps et dont il faut informer les principaux concernés. Et d'ailleurs, la façon d'informer, c'est pas forcément de façon verticale en disant je suis la source d'information, je vous la transmets de manière ascendante, mais plutôt de trouver des moyens connexes de partager ces informations. Et je pense que par le biais du projet Lilo, c'est en tout cas ce qu'on essaie de mettre en place. Et oui, donc juste pour répondre et conclure là-dessus, il y a quelques difficultés dans le partage du récit qui est lié à verbaliser les faits vécus comme de la violence, les associer à une persécution qui peut donner un statut de protection par la suite, et puis la question du temps, de développement du lien de confiance. Et pour finir là-dessus, oui, le monde associatif peut aider à résoudre quelques-uns de ces challenges, mais il ne peut pas le faire tout seul, et d'où l'importance du travail en réseau et de coopérer entre tous les acteurs qui sont liés à la procédure, donc la personne elle-même bien sûr, l'administration, les travailleurs sociaux, l'associatif et les avocats. Et oui, au Luxembourg, c'est encore un petit peu un challenge des fois le travail en réseau, je trouve. Merci beaucoup. Maître Fato-Lazadeh, vous travaillez aussi quotidiennement avec des personnes demandeuses et bénéficiaires de la protection internationale. Et donc, on l'a dit plusieurs fois, la Convention d'Istanbul a été ratifiée au Luxembourg en 2018. Est-ce que dans votre pratique quotidienne, vous avez senti un changement en termes de violences fondées sur le genre notamment? La Convention explique que une approche sensible au genre doit être mise en place à la fois dans l'examen des demandes et par rapport à tous les motifs qui sont listés par la Convention de Genève pour obtenir un statut de réfugié. Est-ce que vous avez senti un changement de votre pratique? Et avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur l'intervention de Julia et professeur Machère. À entendre donc, chacun des intervenants, j'ai pensé au film de Secte des poètes disparus. Et donc, on doit regarder le droit
donc de manière différente, et chacun regarde en tant qu'intervenant de manière différente. L'avocat doit analyser le droit, comme dit un proverbe persan, donc je suis d'origine persane, l'avocat doit allonger ses pieds à la hauteur de sa couverture, ça veut dire ce qui est prévu en droit, et rien que droit. Mais on essaie de rapprocher vers la justice ce qui est prévu par différents instruments internationaux. Concernant l'articulation entre la Convention d'Istanbul et la Convention de Genève, bien évidemment, la Convention d'Istanbul fait partie intégrante de la Convention européenne des droits de l'homme, respectivement chartes fondamentaux qui prévoient le droit à la vie, surtout le droit à la vie. Donc restons déjà en France, donc restons au niveau européen. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme et souvent et de manière répétitive condamne, dont dernièrement je disais à ma collègue, c'est pas parce qu'elle est italienne, donc l'Italie pour violation de l'article 2 sur violence domestique. Maintenant, concernant la situation de Convention d'Istanbul, donc question m'a été posée. La Convention d'Istanbul a ouvert une brèche au niveau de catégories. Sur base de plans législatifs, la violence à l'égard des femmes, fondée sur le genre, pour qu'elle puisse être rentrée dans les prévisions de la Convention de Genève, les États, et surtout le Grand-Duché de Luxembourg, au départ, étaient très, très réticents. Parce qu'on ne parlait même pas, dans ma pratique au début, la violence faite aux femmes. Donc, ils ne rentraient pas. Les juges et les magistrats décidaient que c'était des problèmes d'ordre privé. Pourquoi? Sur base parce que la jurisprudence luxembourgeoise, à l'époque, encore estime que l'octroi du statut de réfugié politique ou la protection internationale est soumise à triple condition. Première condition, les actes de persécution doivent être motivés par l'un des critères de la Convention de Genève. Ça veut dire, comme a dit Julia, race, origine ethnique, des opinions politiques et son appartenance à groupe social. Il faut que ces actes de persécution, deuxième condition, soient d'une gravité suffisante. Ça, on arrive encore à prouver. Mais où on échoue, souvent, il faut que ces actes émanent des personnes qualifiées, ça veut dire des agents de persécution, doivent être entités étatiques où l'État ne veut pas ou ne peut pas accorder la protection internationale. Et c'est là qu'il constitue le principal frein de l'octroi de statut de protection internationale. Voilà, ça c'est le premier élément que je voulais aborder. Mon travail, donc ce que j'ai fait dans le cadre de mon travail, j'ai essayé vraiment dans le cadre de mes activités professionnelles de montrer que les autorités étatiques dans leur pays d'origine ne sont pas aptes et capables ou ne veulent pas protéger. Je reviendrai donc en termes de pratiques jurisprudentielles. Vous allez voir, par exemple, à Côte d'Ivoire, à titre d'exemple, pour mutilation, sexisme au niveau de excision, il y a une loi à Côte d'Ivoire prévoit précisément c'est interdit. Mais on sait en pratique que plus d'un tiers des femmes sont excisées et donc les femmes ne peuvent rien faire. Les jeunes filles ne peuvent rien faire. Et donc, et c'est grâce à certaines pratiques qu'on constate, on arrive à se référer à des rapports des ONG, on arrive à démontrer parfois qu'il y a une possibilité effective de montrer que l'État ne peut pas protéger. Et même en France, et donc il y a des jurisprudences différentes par CNDA, on peut constater, et donc je dois dire, à la différence de la France, ici vraiment nous avons des magistrats professionnels, étant donné qu'en France, des magistrats sont composés représentants des UNHCR, un magistrat professionnel, et donc et l'affaire est donc souvent
j'ai des avis un peu différents. Donc je sais très bien à la différence que ce qui vous convaincre en France, parce que le demandeur d'asile a un entretien personnel avec les magistrats. C'est ça qui est déterminant dans votre conviction dans la plupart des cas. Et donc, étant donné qu'au Luxembourg, la procédure est écrite et donc les magistrats ne voient jamais les demandeurs de protection internationale. Parfois, ça m'arrive de demander au tribunal, tu peux ordonner une mesure d'instruction sur base de notre législation, d'entendre les demandeurs de protection internationale, mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas été accepté. Donc, ce que je peux regretter, surtout dans le cas de violence à l'égard de femmes. Merci beaucoup. Mais c'est très bien, ça fait le lien avec une des questions que j'avais pour Monsieur Lachaire, justement. Il y a des différences. Alors, la directive procédure au niveau de l'Union européenne prévoit qu'il y ait une procédure commune à tous les États membres, justement. Mais évidemment, dans le réel, il y a des différences entre les États membres. Et notamment, à la CNDA, les personnes se rendent devant les juges, contrairement au Luxembourg, comme l'expliquait Maître Fatolazadeh. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience-là? Oui, alors, il n'échappe à personne que la France est un pays exceptionnel. Non, oui, c'est une demi-boutade. Hein. C'est une demi-boutade. Il n'y a ailleurs aucune configuration qui ressemble à la Cour nationale du droit d'asile en France. Ce sont des formations de jugement à 3 juges, avec délibéré et décision le jour même. Si je déplace l'interrogation, alors bien entendu, je vais pas vous décrire dans le détail le fonctionnement de la Cour nationale du droit d'asile, mais aujourd'hui, ce sont 3 juges, il peut y avoir un juge unique. La loi prochaine qui va être discutée envisage de renverser totalement la logique, et les 3 juges, ce sera relativement rare, mais le plus souvent, les requérants seront devant un seul juge. Bon, mais là n'est pas la question. Les femmes qui ont échoué à avoir un statut à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, eh bien, il faut un recours à la Cour nationale du droit d'asile. C'est la 2e instance. Dire des choses sur soi n'est absolument pas naturel. En particulier quand on vient de certaines contrées, qu'on est une femme. Si chez nous, il y a une séparation des sphères, le religieux, c'est pas le politique c'est pas l'économie, etc., etc., il y a certaines contrées dans le monde d'où proviennent les demandeurs et demandeuses d'asile, où les sphères sont confondues. Et quand elles arrivent devant la Cour nationale du droit d'asile, eh bien, la plupart des femmes sont muettes. Elles sont muettes parce que elles ne peuvent pas parler d'elles-mêmes, tout simplement parce que parler de soi est un apprentissage. Et combien de fois, presque 8, 9 fois sur 10, celui qui prenait la parole, c'est bien évidemment l'homme. Quel que soit le lien de parenté avec la femme, hein. Ça peut être le mari, ça peut être le compagnon, ça peut être le frère, ça peut être le vrai faux compagnon, le vrai faux frère, etc., etc. Bon. Et n'oubliez pas, par exemple, qu'en France, les séances sont publiques. Alors, allez raconter quelque chose qui
qui est la honte absolue. La honte absolue. Celle, par exemple, d'avoir été violée devant un certain nombre de personnes. Raconter ça, c'est déjà 9 fois sur 10 quasiment impossible pour ces femmes. Et surtout, les juges ne sont pas préparés intellectuellement, psychologiquement, en matière de ressources, de connaissances, ils ne sont pas préparés à affronter ce type de situation. Donc, elles sont muettes, et en fait, la parole n'est pas seulement déléguée à l'homme, la parole est tout simplement subtilisée par l'homme, ou au fond, non, j'irais même jusqu'à dire, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais j'irais jusqu'à dire qu'il s'établit une relation quasi normale entre un grand nombre de femmes, et je pense en particulier aux femmes turques venant d'Anatolie, bon, qui ne sont jamais sorties de chez elles. Hein. Bon. Elle délègue au mari le soin de dire la persécution. Alors, les juges les plus malins, les plus avertis, les plus curieux, allez, j'ose le dire, les plus progressistes, j'ose le dire, peuvent déceler quelque chose qui n'est pas normal, peuvent déceler une gêne dans la parole, peuvent déceler une aphasie alors que la personne a envie de parler. Bon. Alors à ce moment-là, on peut, en France, à la Cour nationale du droit d'asile, c'est pas vrai pour l'OFPRA, on peut demander le huis clos. Mais en fait, le huis clos est rare. Et je n'ai, en 15 ans d'activité à la Cour nationale du droit d'asile, je n'ai jamais vu une femme demander, et en particulier quand elle est avec un homme, demander le huis clos, même quand il s'agit de viol. En fait, c'est petit à petit que les juges ont pris conscience, grâce à un certain nombre d'associations qui ont fait le forcing, qui ont fait pression sur la Cour nationale du droit d'asile, pour dire que, et là je m'excuse hein, pour les juristes, vraiment je m'excuse, c'est pas du tout méchant, mais ces questions-là ne ressortent pas du droit. Elles ressortent d'autre chose que du droit. C'est d'autres formations, c'est d'autres postures, c'est d'autres modalités d'engagement, mais qui ne ressemblent pas au droit. Vous ne pouvez pas utiliser les catégories juridiques pour demander à une femme si elle a été violée ou pas pendant le parcours, ou si elle a été violée, et pour quelle raison, si elle a été violée chez elle. Voilà. Donc, cette question est venue petit à petit, sous pression des associations, sous pression d'un certain nombre de chercheurs, sous pression de spécialistes et d'experts, en particulier en matière de torture et de trauma, pour dire, mais si elle ne parle pas, c'est que probablement elle a de bonnes raisons de ne pas parler. Voilà. Et donc c'est au juge de faire l'effort, c'est au juge de prendre ses responsabilités, et personnellement, celui qui est devant vous, je l'ai pris en envoyant l'homme aller se promener dans l'environnement de la Cour nationale du droit d'asile, aller prendre un café, bon, et demander le huis clos, demander à l'homme de disposer et d'attendre à l'extérieur, de fermer la porte, puisque les séances sont publiques, et d'essayer, rien n'est absolument sûr, c'est aléatoire, et d'essayer de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez parler sans crainte. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on a commis des attentats à votre égard? Et est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est important? Donc, voilà, voilà. Merci beaucoup. On touche un point là, du coup, qui a trait à la formation aussi des personnes qui reçoivent les demandeuses de protection internationale. Marion Dubois, je reviens vers toi. La Convention parle du fait de la nécessité de mettre en place des procédures d'accueil qui soient sensibles au genre.
et des services de soutien pour les demandeurs d'asile. Quelle est la situation ici au Luxembourg? Est-ce que, alors au niveau de Passerelle notamment, au niveau associatif, est-ce que vous identifiez des bonnes pratiques ou est-ce qu'il y a des lacunes dans l'accueil des personnes? Et aussi, est-ce que, au niveau de l'écoute même des personnes, est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont elles-mêmes sensibilisées à toutes ces questions-là? Si tu le permets, je vais prendre la question d'abord sur l'autre angle, donc revenir dans un deuxième temps sur le côté adaptation de la procédure au niveau de l'administration dans un second temps et commencer par celui de l'accueil en tant que tel. Et je ne vais pas non plus élaborer trop sur le sujet parce que je sais qu'il y a des travailleurs sociaux parmi nous et qui sont beaucoup plus au fait que nous des conditions d'hébergement. Bien sûr, il y a des lacunes, il y a des vétustés qui font que les lieux ne sont pas sûrs pour des potentielles victimes. Je vais juste prendre un exemple d'un foyer où, par exemple, pour aller au sanitaire en pleine nuit, les femmes n'osent pas y aller parce qu'il faut sortir du bâtiment, traverser à l'extérieur dans des rues, enfin, dans un passage non éclairé pour se rendre au sanitaire, et ce qui engendre une crainte chez des personnes. Donc, il y a des vétustés qui font que les lieux ne deviennent pas sûrs. Et il y a des choses à améliorer là-dessus, mais il faut quand même dire qu'ils ont le mérite d'exister, ces lieux, et toutes les femmes exilées qui ont subi des violences n'ont pas l'opportunité d'y avoir accès. Et je voulais juste revenir sur une catégorie de personnes en particulier quand on parle de l'asile, c'est les personnes qui sont en situation d'irrecevabilité, ce qui veut dire que la plupart du temps, en tout cas ici, c'est parce qu'elles ont déjà eu un statut de protection ailleurs en Europe, très souvent la Grèce et l'Italie, qu'elles quittent ce pays seules ou avec leurs enfants, généralement sans leur mari, parce que les conditions de vie ont été mauvaises, parce qu'il y a eu des violences de la part du mari, elles ne se sont pas senties protégées par les autorités du pays, et donc quittent ce pays où elles sont déjà en Europe vers le Luxembourg ou ailleurs pour redemander l'asile. Et généralement, le jour même où elles se présentent à la direction de l'immigration, il y a des recherches qui sont faites, on voit qu'il y a un titre de séjour valable ailleurs, et quelques heures après, on leur délivre la décision d'irrecevabilité en leur disant on estime que ce pays vous protège de manière adéquate, donc vous ne pouvez pas demander à nouveau l'asile. Et bon, il y a la question de la temporalité qui pose question, comment on peut écouter, je reviens encore une fois au récit et à l'écoute de comment en quelques minutes, en quelques heures, on peut écouter les problèmes vécus par ces personnes et estimer qu'ils ne relèvent pas d'une gravité telle qu'on puisse réouvrir une demande d'asile au Luxembourg. Ça pose question. Et surtout qu'une fois qu'on a cette décision-là, il y a un recours bien sûr qui est possible, mais au Luxembourg, il n'est pas suspensif. Ça veut dire que dès qu'on a la décision, on n'est plus considéré comme demandeur de protection et donc on n'a pas accès aux conditions matérielles d'accueil. Ce qui fait que des fois, le jour même, on sort à la direction de l'immigration, on n'a pas le papier rose et la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que ces personnes elles puissent être dans des conditions adéquates pour préparer le recours avec l'avocat, alors que le délai est très court, on parle de 15 jours. Donc chercher l'avocat et travailler avec lui pour défendre son cas devant le tribunal, alors que ce qui nous vient en tête en priorité, c'est satisfaire ses besoins primaires, de savoir où est-ce que je vais dormir ce soir et comment je vais manger. Ce qui est vraiment le point compliqué à mon sens de passerelle ici. Et je dois dire que après, on peut se poser la question, est-ce que forcément ces personnes doivent aller dans un centre, dans un foyer pour demandeurs d'asile? Est-ce qu'on ne pourrait pas les accueillir dans des foyers pour femmes victimes de violences? C'est vrai que par le passé, on a eu une très bonne échange de coopération avec le ministère d'égalité entre les hommes et les femmes qui ont permis l'accueil de quelques personnes dans des foyers pour femmes victimes de violences, donc des personnes qui avaient le statut ailleurs, et le temps qu'elles passent le recours, elles ont été dans ce foyer, et malheureusement, ça a pris fin. L'explication, c'est parce que, à cause de leur statut administratif au Luxembourg, et on trouve ça regrettable que ça remet encore une fois le prisme d'une personne exilée, une personne migrante, avant d'être une personne victime de violence qui a besoin de protection. Donc ça, c'est un peu dommage, d'autant plus qu'on ne dit pas que chaque femme qui demande l'asile ici a vocation à rester, et le texte ne le dit pas non plus. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on a subi des violences qu'on va forcément devoir rester au Luxembourg, mais le texte, en tout cas de la Convention, demande une coopération entre États signataires, et si retour il doit y avoir dans un pays X ou Y, que le retour se fasse dans de bonnes conditions. Or,
l'accueil tel qu'il est fait des personnes en particulier qui ont le statut ailleurs en Europe, pour nous, ce ne sont pas des conditions adéquates pour préparer encore une fois un retour s'il doit y en avoir un, donc contacter les autorités, se faire en sorte que la personne ne va pas retourner auprès du mari violent dans le même foyer, mais qu'elle va sortir dans un autre centre d'accueil. Ça, c'est des choses qui sont vraiment passées sous silence au Luxembourg. Et pour en revenir finalement, faire le lien avec la question de est-ce que les procédures sont sensibles au genre au niveau de l'administration, bon, sans trop, encore une fois, m'attarder sur le sujet, je pense que là aussi, il y a peut-être des progrès à faire. Ici, souvent, on va entendre que, oui, en tant que personne, vous avez la possibilité de choisir le genre de l'interprète et le genre de l'agent qui passera l'entretien. Sauf qu'en fait, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas parce qu'on a une femme en face de soi que ça va faciliter le partage de l'information. Et donc, je pense qu'on pourrait aller plus loin là-dedans, en identifiant des bonnes pratiques et en sortant du cadre traditionnel tel qu'on le conçoit. Par exemple, pourquoi pas la personne accompagnée de son psy ou de sa psychologue, d'une personne de confiance, pourquoi pas délocaliser l'entretien dans un lieu qui soit moins formel. Alors, c'est une très bonne chose, je trouve qu'à la CNDA, on écoute les personnes, on leur donne la possibilité d'être entendues par les juges, qui sont peut-être au Luxembourg, du coup, un peu trop éloignés de la réalité. Mais est-ce que, alors j'ai jamais été à la CNDA, donc je ne connais pas la configuration géographique, mais est-ce que ça reste pas encore des fois peut-être trop formel, est-ce que ça ressemble, enfin, est-ce que c'est un lieu adapté, quoi? Sans aucun doute, parce que les requérants qui arrivent, très rares sont ceux qui savent qui est devant. Très rares, très rares sont ceux qui savent sur quels critères ils vont être jugés. Très rares sont ceux qui ont une connaissance minimum des catégories d'entendement de l'institution. Quand l'avocat brief son requérant, il lui dit, tu vois, celui qui est à gauche là, du président, c'est le gars du HCR. Et donc il fait automatiquement ce que l'on appelle en termes savants une homologie structurale entre la position idéologique et la position dans l'espace social. Il est à gauche du président, donc, ce qui bien évidemment n'est pas vrai. Bon. Mais il sait peut-être qui est le représentant du HCR, mais c'est tout. C'est tout. Il n'en sait pas plus. Est-ce que tu me laisses encore 2 minutes pour finir ce que j'ai à dire ou tu veux reprendre la parole tout de suite? Oui, et après je passerai la parole à Julia. Oui. Ça marche, 30 secondes alors. C'était juste pour terminer sur la dernière question sur la conséquence sur les femmes. Et finalement, comme on l'a dit plusieurs fois maintenant, c'est que toutes n'ont pas forcément conscience que les expériences vécues par le passé peuvent être une persécution et que ça peut donner une possible protection. Le risque là-dedans, c'est qu'on passe à côté de personnes qui pourraient rester et être protégées ou des personnes qui sont quand même protégées, mais il y a la question du cercle de la répétition de la violence et de la perpétuation de ces actes, notamment vers les générations futures. Et juste pour finir avec un dernier exemple, les femmes érythréennes, au Luxembourg, les personnes qui viennent de l'Érythrée ont quasi à 100% toute une protection internationale en raison du service militaire illimité, des conditions du pouvoir politique en place. Pourtant, selon l'UNICEF, il y a un taux de prévalence des excisions de presque 90% chez les femmes érythréennes. Et ça, pour parler avec beaucoup de femmes érythréennes, on n'en a jamais abordé. Et c'est au cours d'une lecture que personnellement, j'ai découvert que l'excision était pratiquée en Érythrée. Et la question que l'on se pose, c'est que si on n'en parle pas, mais quid des personnes enfin, des enfants qui vont naître et de perpétuer ces actes. Donc c'est là-dessus que je voulais revenir et conclure sur les conséquences. Merci beaucoup. Vous vouliez revenir sur cette question? Juste très brièvement, donc, en pratique, ici au Luxembourg, au niveau de l'instruction des demandeurs de protection internationale, je dois quand même avouer, donc, même si j'ai fait beaucoup de recours contre le ministère, le ministère quand même décèle dans certains dossiers de violence, et même les cas de traite des êtres humains, qui défèrent l'affaire aussi au parquet pour que la personne soit protégée. Je dois dire aussi qu'ils sont très très bien, formés par UNHCR. Ils sont très sensibles vis-à-vis des femmes qui ont fait l'objet de violences
sur le point que vous pouvez imaginer. Et donc, et même parfois, ils sont dans l'impossibilité d'étayer, d'expliquer, et on leur donne la possibilité d'écrire dans un courrier qui sera confidentiel en dehors de connaissance de son mari. Et donc, sur ce point, on est en avance. Ok, merci beaucoup. Julia, on parlait tout à l'heure, on questionnait tout à l'heure le lieu même des violences, c'est-à-dire le fait que une violence qui a pu avoir lieu sur le chemin de l'exil ne soit pas nécessairement prise en compte dans l'examen de protection internationale. En ce qui concerne la Convention d'Istanbul, est-ce que vous avez identifié certaines lacunes? Est-ce qu'il y a des choses où on aurait pu aller plus loin? Et à votre avis, pourquoi ça n'a pas été le cas? Merci pour la question. Je vais juste commencer par une réponse au professeur. Et jamais de ma vie j'aurais imaginé prendre la partie du droit ou défendre le droit, parce que je suis très critique du droit. Mais je pense aussi que c'est très important d'être précis, de critiquer avec précision le droit, parce que la vie de ces personnes dépend d'une définition, d'un papier. Et donc, je trouve que c'est quand même, c'est vrai, ces questions n'ont rien à faire avec le droit, c'est des questions tellement intimes qu'on ne peut pas avoir des réponses dans l'article, alinéa, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait une analyse des limites et des possibilités que le droit accorde à ces personnes, je trouve. Et pour revenir à la question des limites de la Convention d'Istanbul, oui, c'est vrai qu'on est ici, on parle de la Convention d'Istanbul comme des gros pas en avant pour protéger les femmes, mais en même temps, il faut aussi remarquer les limites de cette convention. Premièrement, comme on le disait, la convention est silente par rapport au fait que les violences fondées sur les genres sont fondamentalement des violences de caractère privé. De ce fait, les juges ont une large marge de discrétion et pour évaluer le rôle de l'État dans ces violences. Par exemple, peut-être on le verra mieux après, il y a des cas où il a été jugé que la traite d'êtres humains pour des fins sexuelles ou des graves violences domestiques ne constitue pas des persécutions car l'État d'origine avait promulgué des lois qui criminalisaient ces actions. Mais on sait que les principes directeurs du HCA sont assez clairs à cet égard. Ils disent que la simple interdiction des pratiques de persécution ne suffit pas à rendre une demande d'asile infondée, sans fondement. En plus, la Convention d'Istanbul considère que le problème considère inexistante le problème, la question de l'alternative de fuite interne. C'est-à-dire, si dans l'état d'origine d'une femme demandeuse d'asile, il y a une région qui est sûre, les juges considèrent que cette femme pouvait tout simplement se déplacer à l'intérieur de son pays pour chercher protection. Mais cela n'est pas réalistique. Voilà, le droit et la réalité, comme on disait. On ne peut pas penser qu'une femme peut échapper à son mari tout simplement en se déplaçant de ville. Plus généralement encore, lorsque les systèmes d'asile sont incapables de saisir le caractère structurel de l'inégalité entre les sexes, une interprétation sensible au genre, comme le HCR nous demande, risque d'établir la violence sur les femmes, mais aussi des cas de protection de manière stéréotypée et racialisée. Donc, pour conclure, le cadre légal pour assurer une efficace protection aux femmes victimes de violences a été renforcé par la Convention d'Istanbul, bien que la Convention
n'oblige pas les parties, par exemple, à octroyer, à introduire le genre comme une motivation de persécution en tant que telle, ou aussi la Convention d'Istanbul clarifie que ces dispositions ne tentent pas le champ d'application de la Convention de Genève de 1951. Tout ça, tenant compte de tout ça, même avec toutes ces limites, la Convention d'Istanbul a fait des pas en avant. Les deux instruments, la Convention d'Istanbul et la Convention de Genève, doivent être interprétés de façon intégrée car elles sont des instruments complémentaires. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Oui, on aurait pu aller plus loin, mais on a aussi beaucoup plus d'instruments pour y aller quand même, avec une interprétation progressiste, si on veut, voilà, avec des juges progressistes.